quatrième partie donc, de cette journée sur la question plutôt de comment gérer la mixité. On a parlé de processus d'affectation des élèves, etc. Mais ici, on a affaire à des présentations qui vont nous parler de ce qui se passe plutôt dans les classes en termes de pédagogie, etc. Alors, en premier lieu, donc, Julien Netter, qui est maître de conférence à l'université de Paris 8 et Paris Est Créteil, qui va nous parler de l'école primaire en France face à l'hétérogénéité des élèves. Et ensuite, Jacques Cornet, de la Elmo et militant de Changement pour l'égalité, sur le projet politique et pédagogie institutionnelle. Bonjour à tous. Donc, je suis Julien Netter, j'appartiens à l'équipe ESCOL de l'Université Paris 8, qui est une équipe qui s'intéresse aux inégalités d'apprentissage. Pourquoi les inégalités d'apprentissage? On en a beaucoup parlé depuis ce matin, et donc vous avez compris qu'il y a un lien entre la position sociale des parents et la position scolaire des enfants. C'est quelque chose qu'on sait maintenant depuis quand même plus de 50 ans. Et avec l'équipe ESCOL, on essaye de comprendre pourquoi. En fait, qu'est-ce qu'il y a quels sont les intermédiaires qui permettent d'expliquer ce lien. C'est d'autant plus important pour moi qui suis français que, ça a été dit tout à l'heure, la France est championne, pour une fois, mais des inégalités d'apprentissage. Autrement dit, en France, plus qu'ailleurs, il y a un lien entre position sociale des parents et position scolaire des enfants. Ce lien n'est pas du tout propre à la France. En Belgique, c'est à peu près pareil aussi, et à vrai dire, dans beaucoup de pays de l'OCDE, pas tous, mais quand même un certain nombre. Et je crois que ça pose un problème qui est un problème contemporain, enfin c'est un problème qui est accru par le contexte contemporain, dont on a eu, à mon avis, un aperçu ce matin, qui est un problème de cohésion sociale. Il me semble qu'on est dans un moment historique où la cohésion sociale, en tous les cas en France, elle est vraiment mise à mal par un certain nombre de je ne sais pas comment les appeler, de tendances un peu vers le repli identitaire. Sur les inégalités en particulier, je m'intéresse, donc dans les inégalités dans l'école, je m'intéresse à tout ce qui est école au sens large, c'est-à-dire à la fois ce qu'il y a dans les classes, mais aussi ce qu'il y a en dehors des classes. Vous savez que les enfants passent beaucoup de temps à l'école, beaucoup plus de temps qu'en classe, et donc je regarde aussi ce qui se passe dans les temps périscolaires, d'autant plus qu'il y a eu une réforme des rythmes scolaires en France qui a augmenté l'importance de ces temps. Pendant le temps de cantine, pendant les temps où les enfants font leurs devoirs, enfin bon, j'essaie de regarder tout le temps que les enfants passent à l'école. Et ça m'amène à me concentrer sur, en particulier, deux nouvelles compétences qui sont attendues des enfants à l'école et qui sont une compétence de synthèse de toute leur expérience scolaire et de traduction de ce qu'ils font dans un moment pour l'utiliser dans un autre moment. Et vous allez voir, c'est un peu ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors je suis un qualitativiste invétéré, donc par rapport à une grande partie des travaux qu'il y a eu depuis ce matin, ça va être une tonalité un peu différente, puisque donc moi ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les processus à l'œuvre sur le terrain, beaucoup plus que d'avoir un regard un peu macro. Ça ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas. Au contraire, je m'appuie sur ces travaux, mais vraiment pour regarder qu'est-ce qui se passe avec les enfants sur le terrain. La présentation que je vais vous faire maintenant résulte d'une enquête que j'ai menée pour la ville de Paris, pour le compte de la ville de Paris et dans la ville de Paris, pendant 2 ans. Et j'ai suivi des enfants depuis leur entrée en classe à 8h30 le matin jusqu'à leur sortie de l'école à 6h15. J'ai réalisé un peu plus de 460 heures d'observation pendant 1 an et demi. Donc, en termes, on va dire, ethnographiques, ça représente pas mal d'observations. Alors, j'ai
préparer, je suis quelqu'un d'organisé, donc je vous présente mon plan, un plan en 3 parties. Donc, il y a pas mal d'interventions dont on pourrait retirer depuis ce matin que c'est mieux qu'il y ait de la mixité. Enfin, en tous les cas, de promouvoir une certaine hétérogénéité dans les écoles ou dans les classes. Je vais essayer de montrer ce qui se passe quand il n'y a pas cette hétérogénéité. Donc, je vais plutôt conforter cette idée, en gros, que c'est mieux quand il y a de l'hétérogénéité. Mais en même temps, montrer que ce n'est pas suffisant. Autrement dit, ce serait peut-être un nécessaire non suffisant, l'hétérogénéité dans les classes. Ce sera ma deuxième partie pendant laquelle je vais essayer de vous présenter ce qui se passe dans un milieu, on va dire, mixte. Et puis, donc, en troisième partie, je retirerai de tout ça un certain nombre d'idées, 3 idées, pour qu'il y ait un meilleur bénéfice possible de la mixité. Très traditionnellement, je commence par la première partie, avec une première idée qui est que l'absence de mixité se traduit par des effets de cumul. C'est ce qu'on retrouve assez souvent dans la littérature. C'est quelque chose qui était déjà décrit dans un rapport de l'Éducation nationale au début des années 2000. L'idée, c'est que quand on concentre des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage dans certains endroits, on a un effet de cumul de plein de facteurs qui fait que les problèmes sont encore aggravés. On retrouve l'idée qu'a défendue Georges Féozis tout à l'heure, que parfois l'école peut aggraver les inégalités. Alors quels seraient ces différents éléments qui seraient cumulés? Premier élément, je crois que c'est des difficultés scolaires des enfants. Bon, c'est un peu une tarte à la crème, mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que les difficultés scolaires des enfants? C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont très éloignés de ce que l'école attend d'eux, dans certains endroits. Très éloignés de ce que l'école attend d'eux, autrement dit, qui interprètent ce qu'on leur demande d'une façon un peu erronée par rapport à ce qui est attendu. Aussi bien pour ce qui est de l'activité qui leur est demandée, que pour ce qui est du sens que tout ça a, du sens de la discipline qu'ils sont en train de pratiquer, du sens de l'école elle-même. Ils ne comprennent pas forcément bien ce qu'ils font à l'école, ou alors pour eux, l'école, c'est obtenir un diplôme ou passer dans la classe supérieure. Et puis, on n'est même pas sûr qu'ils accordent à l'apprentissage le sens qui est attendu. Est-ce que le but de l'école, c'est de travailler ou est-ce que c'est apprendre? Et ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'on peut travailler sans rien apprendre. Bon. Donc, comme ça, un certain nombre de malentendus, et les malentendus, le terme malentendu est ce qui a fait en partie la célébrité de l'équipe à laquelle j'appartiens. Le résultat de ça, c'est que quand il y a énormément d'élèves qui ont beaucoup de difficultés dans un endroit, ça devient très compliqué de remédier à ces difficultés, puisque ça devient compliqué d'individualiser quoi que ce soit, parce que les encadrants sont très vite débordés par les difficultés. Et donc, la tendance des encadrants va plutôt être de faire baisser le niveau d'exigence que d'y remédier. Deuxième problème donc, qui va se cumuler avec ça, c'est les problèmes de discipline. Parce qu'à partir du moment où les enfants ont du mal à apprendre, ils vont se mettre à faire autre chose. Ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que souvent dans l'éducation nationale, c'est présenté dans l'autre sens. On dit qu'il y a des problèmes de discipline et donc que les enfants n'arrivent pas à apprendre. Nous, on défend plutôt l'idée inverse. Comme les enfants n'arrivent pas à apprendre, ils sont ramenés vers un autre registre, autre chose. Parce que quand les enfants sont en maternelle, ils ont tous envie d'apprendre. C'est assez étonnant. Troisième point, ça a déjà été évoqué tout à l'heure également, sociologie des enseignants. On trouve dans les endroits où les difficultés sont concentrées, des enseignants qui sont plus jeunes, moins expérimentés, et donc qui ne sont pas forcément les mieux qualifiés pour faire réussir les enfants. Quatrième point, les pédagogies contemporaines. Alors ça, j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on trouve aujourd'hui dans l'école des pédagogies qui sont plus favorables, dont on a dit un mot tout à l'heure, je pense, les pédagogies invisibles, qui sont plus favorables
aux enfants de classe moyenne qu'aux enfants de milieu populaire, parce qu'elles sont très peu explicites sur les attentes de l'école, précisément. Et donc, à partir du moment où ces attentes sont implicites, si elles ne sont pas travaillées dans les familles, si elles ne sont pas explicitées par des socialisations familiales qui sont très proches de celles attendues par l'école, les élèves se retrouvent avec pas mal de difficultés. 5e point, une scolarité morcelée. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Dans les endroits où il y a plus de difficultés, il y a également plus de dispositifs pour remédier à ces difficultés. Alors en France, ça se traduit par, dans le cadre des ZEP, par un certain nombre de dispositifs en dehors de la classe, mais aussi dans la classe par des enseignants spécialisés qui viennent chercher les enfants pour travailler avec eux, par plus d'échanges entre des collègues parce qu'ils pensent que ça va être plus efficace, par des démarches de projets qui se traduisent par des intervenants qui viennent dans les classes. Donc tout un tas de petits moments qui se succèdent les uns aux autres et qui rendent plus difficile pour les enfants le fait de percevoir une unité derrière tout ça. Je sais plus, je pense que j'en suis au 6e point. Les parents sont moins familiers des attentes de l'école. Et comme ils sont moins familiers de ces attentes, ils ont plus de mal à aider leurs enfants derrière. C'est vrai, par exemple, pour les devoirs, c'est ce qu'a montré Séverine Cacpeau de l'équipe, mais c'est vrai également quand il s'agit d'expliquer aux enfants ce que l'école attend d'eux. Et enfin, il y a des difficultés sociales qui se rajoutent à tout ça. C'est ce qui ressort par exemple du rapport de La Haye qui est paru, je pense, l'an dernier ou il y a 2 ans, et qui peuvent avoir un effet d'aggravation de toutes ces difficultés, même si, je le répète, même bien que ça ait été dit depuis tout à l'heure, il n'y a évidemment aucun déterminisme. Ce n'est pas parce qu'on est dans une situation sociale compliquée qu'on va échouer à l'école. Absolument pas. Alors, je vais vous présenter un exemple qui se passe hors la classe. Donc, c'est dans une école de REP+. REP+, en France, ça veut dire que c'est les écoles qui sont dans l'éducation prioritaire, donc dans les politiques de compensation, et qui sont les plus défavorisées. Donc, dans cette école, il y a un atelier théâtre qui est organisé avec des enfants qui sont volontaires pour aller à l'atelier théâtre, et une intervenante qui est une comédienne, mais qui vient faire des interventions dans les écoles. Et ici, l'atelier dure 1h30, et elle leur propose de faire des petits jeux d'échauffement, des jeux d'échauffement théâtral. Les enfants entendent le mot « jeu », c'est du jeu théâtral, et tout de suite, il s'agit de jouer, puisque c'est du jeu, donc on s'amuse. Et ils se mettent à courir dans la salle, et à courir, à se promener derrière les rideaux. Il y en a qui commencent à grimper sur les rideaux. Bon, il y a un point d'eau dans la salle, alors il y en a un qui commence à mettre de l'eau sur la tête de l'autre pour en disant « tiens, je vais te mettre du gel ». Enfin, et ça dure 1h30. Pendant 1h30, l'intervenante n'arrive pas du tout à capter l'attention des enfants, ni à leur faire faire quoi que ce soit. Alors, il y a on voit là sur la photo, il y a un enfant qui est en vert avec les mains devant lui qui a manifestement envie de faire quelque chose, mais c'est tout à fait impossible puisque les autres font n'importe quoi. À 2 reprises, elle parvient à mettre les enfants en ronde, et puis la ronde se délite immédiatement. Enfin, donc vraiment quelque chose qui montre que finalement les enfants ne comprennent pas bien ce qu'ils font là. Ils ne voient pas ce qu'il pourrait y avoir de scolaire dans cette situation. Enfin, en tous les cas, ce qu'il pourrait y avoir en lien avec du scolaire. Pour eux, on est vraiment dans un autre cadre, c'est vraiment de l'amusement. Et puis, l'intervenante est complètement démunie, parce qu'elle se trouve face à une question de... Pour elle, c'est un problème de discipline. Quand je lui demande son avis, elle pense qu'elle n'arrive pas à avoir de l'autorité, quoi. À la fin, quand même, je vais voir les enfants en leur disant « Là, je ne comprends pas, vous avez été totalement insupportable, c'est bizarre, que s'est-il passé ?» Et donc Yazid, que vous voyez sur l'image en train de faire des oreilles d'âne derrière l'intervenante, Yazid m'explique qu'il a adoré l'atelier, qu'il s'est vraiment bien amusé, qu'il a trouvé ça formidable et qu'il veut continuer l'atelier théâtre surtout. Mais il me dit « Bon... » Quand je me suis inscrit, en fait, moi, je croyais que c'était le vrai théâtre. Mais en fait, on doit faire plein d'exercices.
Donc je lui dis, donc en fait, toi tu trouves que c'est pas vraiment du théâtre ce que vous faites? C'est plutôt des petits exercices, mais ça sert pas à grand chose? Oui, dit-il. Au bout d'un trimestre, l'atelier théâtre est supprimé dans cette école et il est remplacé par autre chose, du sport probablement. Donc vous voyez que là, il me semble qu'on voit à l'œuvre ces effets de cumul et on peut, alors comme je ne fais aucune statistique, je ne peux pas l'affirmer, mais on peut comprendre pourquoi il est intéressant d'avoir de la mixité dans les écoles et dans les classes. Mais la mixité ne fait pas tout, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer avec une deuxième situation qui est très proche de la première, mais dans un tout autre milieu. Une situation d'activité théâtrale aussi, mais en milieu mixte. Alors c'est mixte favorisé. Mais dans toutes les écoles favorisées, en fait, il y a des enfants qui sont également des enfants en échec scolaire, enfin, échec scolaire avec des guillemets, qui rencontrent des difficultés, disons. Donc là, on est avec un animateur, et exactement de la même façon, l'animateur dit aux enfants on va faire des petits jeux d'échauffement théâtral. Et ça commence de la même façon. C'est-à-dire que les enfants se mettent à courir dans tous les sens et à faire un peu n'importe quoi. Alors bon, c'est des enfants qui sont plus sages, donc ça dégénère moins. Donc il peut rattraper la situation. Mais ça commence mal. Et il leur dit, bon, on va faire maintenant une improvisation à partir de Cendrillon. Donc vous allez devoir réfléchir à une scène que vous allez improviser. Ce qu'avait essayé de faire l'intervenante tout à l'heure, mais sans succès. Et vous allez écrire une réplique du conte Cendrillon. Immédiatement, au moment où il dit ça, tout le bazar s'arrête et les enfants se mettent par groupe, s'installent et se mettent au travail. Ils se mettent tous à écrire, et ils se mettent à écrire une réplique du conte, puis à la déclamer, et ensuite, ils vont mettre en place des improvisations. Donc, il va y avoir 5 petites scènes, il y a 5 groupes, 5 petites scènes du conte Cendrillon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence? La différence, c'est que ces enfants sont pétris de littératie. Pour eux, l'écrit, ça a vraiment une place très importante, et l'écrit, c'est un marqueur de l'école. Donc, dès qu'on leur dit « tu vas écrire quelque chose et on va faire quelque chose sur le conte Cendrillon », pof, on bascule dans l'écrit, et là, on est dans quelque chose qui est scolaire, qui est de l'ordre du scolaire. Ils arrivent à produire des scènes. Alors, je vous en donne un exemple. Roger, le prince. Toc, toc, toc. C'est la scène, c'est la fin de Cendrillon, quand le prince fait essayer la pantoufle de verre aux différentes prétendantes. Donc, la belle-mère arrive. Qui est là? Qui ose me déranger? Alors, le prince. La belle-mère devient humble tout à coup, comprenant que c'est le prince qui arrive. Ah, pardon, allez, entrez, que voulez-vous, monsieur? Le prince se retourne vers son valet qui le suit. Monsieur, la ballerine. Le valet prend un accent paysan pour bien montrer qu'il est un valet. Voilà, monseigneur. Le prince se tourne à nouveau vers la belle-mère. En fait, c'est une pantoufle de verre, et je l'ai trouvée sur les marches pour aller au bal, et je suis venu voir s'il y a quelqu'un dans cette maison qui... Alors, la belle-mère le fait entrer. Bon, d'accord, j'ai compris. Allez, venez. La belle-sœur se rue sur la chaise qui est là pour essayer la pantoufle et dit « Mais c'est moi, c'est moi !» Le valet s'apprête à faire essayer la pantoufle, mais là, le prince l'arrête en lui disant « Non, c'est moi qui... » Et la belle-mère le tense. « Ah, monsieur, voyons, on ne touche pas les pieds de ma fille. » Alors, cette scène, elle est tout à fait remarquable parce qu'on voit que les enfants, d'abord, connaissent très bien le conte. Ils maîtrisent parfaitement le conte, mais ils connaissent également très bien les codes du jeu théâtral. Ils les maîtrisent déjà. C'est pas quelque chose de nouveau pour eux. On le voit parce qu'ils arrivent à se vouvoyer entre personnages, alors que c'est compliqué pour des enfants de se vouvoyer entre personnages. Et puis, ils ont très bien compris ce que c'était qu'un personnage, avec ses intérêts, que les personnages sont mus par des intérêts parfois divergents. Et ils arrivent, à travers leur scène, et sans concertation, enfin c'est de l'improvisation,
ils arrivent même à nous faire sentir les rapports de classe, on parlait de rapports de classe tout à l'heure, les rapports de classe entre les personnages. Donc je trouve que c'est tout à fait intéressant. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus encore ? Finalement, ces enfants arrivent à s'appuyer sur ce qu'ils ont fait dans la classe, c'est-à-dire le travail sur les histoires, le travail sur les personnages, pour faire, en dehors de la classe, quelque chose qui prend une valeur scolaire. Et en le faisant, c'est-à-dire en jouant cette scène, ils arrivent également à, d'une certaine façon, travailler encore plus ce que c'est que des personnages. Parce qu'ils arrivent à, par la pratique, comprendre qu'est-ce que c'est que les différents intérêts des personnages. Autrement dit, ces enfants s'amusent, mais pour eux, s'amuser, c'est travailler. Ils sont en train de scolariser le monde sous nos yeux. Tous les enfants qui sont dans cette scène, qui interviennent dans cette scène, sont des élèves forts ou très forts de milieux favorisés. Mais dans cette même classe, il y a également quelques élèves de milieux défavorisés, parce qu'on est dans les beaux quartiers, mais il y a aussi les enfants des gardiens et gardiennes d'immeubles. Alors, en particulier, Stanley, qui est fils de gardienne d'immeuble, et qui a réussi à décrocher le rôle clé de la belle-mère. La belle-mère, c'est elle qui distribue la parole. Alors, il a eu de la chance parce que, normalement, c'est les bons élèves qui ont la belle-mère, mais lui, il a réussi à l'avoir. Mais la scène, du coup, n'arrive pas à se déployer. Pourquoi ? Parce qu'il commence sa scène et il y a 7 répliques au début de la scène, puis dans ces 7 répliques, Stanley dit tout au plus 10 mots. Voilà comment se termine la scène. Donc ça patine un peu, mais Cendrillon s'avance. Cendrillon, c'est une très bonne élève. C'est moi qui dois avoir la bonne taille de pied. Alors Stanley se retourne vers elle et dit « Bah alors vas-y !» Le prince est un peu décontenancé. Et alors il commence à discuter à voix basse avec Stanley et Cendrillon. Et l'animateur intervient « Ouais, c'est pas grave, finissez, finissez !» Donc le public se met à rire un peu. Finissez la scène, s'il vous plaît. Cendrillon essaye de reprendre la scène en main et répète un peu oui, je savais que c'était moi. Mais là, Stanley, aussi bien que le prince, semble totalement tétanisé. Et l'animateur reprend ok, c'est pas grave, on applaudit. Quelques applaudissements, mais peu. Vous voyez que au sein même de cette classe, et bien que Stanley soit en train de jouer la scène avec des enfants qui sont scolairement plus forts, pas forcément du même niveau social, l'échange ne fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire que par rapport aux enfants que je vous ai montré tout à l'heure du REP+, l'activité se tient. Il peut participer à l'activité. Autrement dit, il a un accès. Mais cette activité, ce n'est pas pour autant que ça lui permet de faire quelque chose, peut-être parce qu'il ne maîtrise pas les codes du jeu théâtral par ailleurs, peut-être qu'il connaît moins bien l'histoire, enfin, on ne sait pas très bien. Et donc, la question se pose de quel est le bénéfice de tout ça pour lui ? Quel est le bénéfice pour Stanley ? Finalement, là, il a conscience qu'il est en train de se casser le nez contre un mur, parce que ça ne fonctionne pas, mais est-ce qu'il y a plus que ça ? Et c'est renforcé par le fait que l'animateur ne donne rien. L'animateur ne lui donne pas les outils qui lui permettraient de bénéficier de cette activité. Autrement dit, il ne lui dit pas voilà, pour jouer au théâtre, il faut faire comme ci, comme ça. Il ne répète pas l'histoire parce qu'elle lui semble simple et donc il a l'impression que ce n'est pas la peine. Donc, vous voyez que c'est renforcé. Autrement dit, la mixité peut apparaître comme vraiment plutôt nécessaire, mais en revanche, elle n'est pas suffisante. Il n'y a pas un effet automatique, c'est vraiment la mixité, c'est aussi un travail. Alors ça m'amène à essayer de dégager quelques pistes, enfin 3 pistes, pour un bénéfice de la mixité. Donc la première idée, c'est qu'il y a une question de proportion. Alors, c'est quelque chose qui était revenu tout à l'heure, je pense, avec l'histoire des quotas. Quand on est comme dans la première situation où il y a massivement des enfants qui sont en difficulté, ça pose des problèmes. Mais quand on est dans des situations où il y a très peu d'enfants en difficulté, ça pose problème pour ces enfants-là. Parce que ces enfants apparaissent comme des ovnis
dans ces écoles ou dans ces classes. Autrement dit, les enseignants ont tendance à ne pas tenir compte d'eux, mais à considérer que ils ne respectent pas les normes, et donc ça peut assez vite se terminer en cauchemar pour ces enfants, parce qu'ils sont renvoyés à leur anormalité en permanence. Donc, ce serait la première idée, c'est qu'il faut vraisemblablement une proportion d'élèves plus ou moins mis en difficulté par les réquisites scolaires. Deuxième idée, c'est qu'il y a, même dans des classes où il y aurait cette proportion, un risque qui est souligné par plusieurs recherches, qui est le risque de creusement des inégalités au sein même des classes. Ça, c'est quelque chose que montrent assez bien Claire Margolinas et Marceline Lapara. C'est qu'il peut y avoir, au sein d'une même classe, pour valoriser tous les enfants, le fait de proposer des tâches qui ne vont pas être les mêmes, plutôt des activités qui ne vont pas être les mêmes aux enfants. Je vous donne un exemple, 2 exemples. Il y a des questions de lecture. Voilà. Il y a un exercice de lecture, puis il y a des questions derrière. Il y a 3 questions. Les 2 premières questions, il faut chercher dans le texte, alors, quelle est la couleur du cheval du personnage. Bon, c'est une information factuelle, elle est dans le texte. 2e question, du même topo. Et puis la 3e question, quelle est la motivation du personnage quand il dit ceci ou cela? Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même genre de questions. Or, dans la classe, il y a les enfants qui ont plus de mal avec la lecture et qui vont faire les 2 premières questions, et puis il y a ceux qui sont plus forts et qui vont faire les 3 questions. Autrement dit, ceux qui vont avoir accès à la question qui demande de réfléchir, c'est ceux qui sont déjà forts. Et il va y avoir, à ce moment-là, le développement de double curricula au sein même des mêmes classes. Alors ça, c'est ce que Jean-Yves Rochec s'appelle des curricula différenciés, ou ce que Elisabeth Bautier et Patrick Rayoux appellent des régimes majeurs et régimes mineurs. Et ces enfants, comme il y a moins de redoublement en France qu'en Belgique, ces enfants vont passer dans la classe supérieure, et ainsi de suite. Et donc, il va y avoir progressivement un creusement des écarts, avec des enfants qui maintenant arrivent à l'université en régime mineur, et donc en n'ayant pas forcément fait des exercices très compliqués avant. 3e idée, c'est que les pédagogies contemporaines ont tendance à renforcer ça. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme je disais tout à l'heure, dans les pédagogies contemporaines, les attentes sont très implicites. On considère beaucoup trop que les enfants devraient déjà être scolarisés avant de venir à l'école. Et quand vous demandez à des enseignants, ils sont toujours en train de se plaindre du fait que les enseignants d'avant n'aient pas fait le boulot. Dans la classe, qu'est-ce qu'ils font maintenant dans la classe inférieure? Qu'est-ce qu'ils font maintenant à l'école? Ils arrivent au collège, ils ne savent pas lire. C'est toujours la faute d'avant. Mais on peut retourner comme ça jusqu'à la maternelle. Et en maternelle, on entend les enfants qui disent « Ouais, mais avec les familles qu'ils ont, les familles ne les préparent pas bien à l'école. » Oui, mais il y a un moment où c'est quand même le boulot de quelqu'un de faire en sorte que les enfants comprennent ce qu'on attend d'eux à l'école. Or, les pédagogies contemporaines ne le permettent pas très bien. Et donc, notamment avec... le fait de valoriser les enfants est plutôt positif, mais il y a un retour de bâton du fait de valoriser les enfants, c'est qu'on peut leur laisser croire qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi et que ça a une valeur positive. Enfin, vous voyez, on est dans des débats compliqués et sur des évolutions de pédagogie qui ne sont pas évidentes à penser. Mais ça laisse quand même penser quelque chose, c'est qu'il est important de s'occuper de la formation des encadrants. Parce que c'est vraisemblablement par la formation des encadrants, que ce soit les enseignants ou, si on est du côté du périscolaire, des animateurs, intervenants, qu'il va pouvoir se passer quelque chose. Alors, en conclusion, je crois que tout ce que je dis incite à penser les politiques scolaires en termes qualitatifs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Le problème des politiques scolaires quand elles sont imposées, c'est que sur le terrain, les acteurs trouvent les moyens de contourner ces politiques scolaires. Alors, peut-être pas tout le temps, et probablement qu'il faut les deux. Mais
par exemple, la carte scolaire en France, il me semble que c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les familles favorisées arrivent à se débrouiller pour envoyer leurs gamins dans des écoles qui ne relèvent pas de leur quartier quand l'école du quartier leur plaît pas, quoi. Donc, il y a un moment où ça a, en tous les cas, ses limites. Sans compter le fait que c'est pas facile de les mettre en place. C'est-à-dire que je crois qu'on a bien compris tout à l'heure que cette histoire de sectoriser les écoles, il y a des personnes pour qui ça entre directement... enfin, on est directement en conflit avec les intérêts de certaines personnes. Donc, c'est compliqué. Alors, comment faire ? Il me semble qu'il faut trouver des leviers pour agir sur la qualité et sur la qualité de ce qui se passe dans les classes, parce que restaurer la qualité, y compris, et ça, on a vu que c'était possible, y compris dans les quartiers les plus ségrégés, c'est aussi permettre de faire accepter les politiques scolaires qu'il pourrait y avoir derrière. Alors, comment faire ? Là, moi, je n'ai pas de baguette magique ni de solution magique. Je pense qu'il n'y en a pas. Mais il me semble que la formation des encadrants est quand même un levier tout à fait essentiel. Voilà, je vous remercie. J'ai quand même une question, parce que vous avez parlé d'effet de cumul. Ouais. Hein, et donc pour justifier en quelque sorte que la mixité était intéressante. Hein, donc, mais tous ces effets de cumul, vous les avez présentés par rapport à une classe exclusivement composée ou majoritairement composée de publics défavorisés. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi faire l'analyse des effets de cumul des classes composées exclusivement, majoritairement de catégories favorisées ? Est-ce que ce ne serait pas aussi quand même un début de questionnement du cadre dans lequel on réfléchit ? C'est-à-dire un cadre où on étiquette toujours une catégorie du public comme manquant des attributs du fonctionnement d'une école qu'on ne remet pas en question. Si ce n'est sur ses moyens, enfin sur les modalités d'encadrement, mais pas sur ses finalités. Je ne sais pas très bien comment répondre. Il y a des effets de cumul exactement de la même façon dans les écoles de quartier très favorisées. Moi, je m'intéresse aux inégalités d'apprentissage. Voilà. Je crois que c'est ça le fond de l'affaire. Et donc, je regarde ce qui va permettre ou pas aux enfants d'apprendre. Les effets de cumul, ils vont plutôt dans l'autre sens dans les quartiers très favorisés. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est intéressant, dans les quartiers très favorisés, les pédagogies sont beaucoup plus classiques. On a des pédagogies qui sont assez verticales descendantes, quoi. C'est quasiment du cours magistral, parfois. Et avec des enfants qui y sont tellement préparés que ça va très très vite. Enfin, c'est un peu terrifiant en fait quand on va dans les écoles de quartier favorisées. Enfin, pour moi qui n'y vais pas tant que ça, c'est presque un peu terrifiant. Mais avec des parents... Enfin, moi, j'habite en banlieue est de Paris où j'ai scolarisé mes enfants, en REP. Donc, à titre tout à fait personnel, je serais plutôt engagé du côté de l'hétérogénéité, si vous voyez ce que je veux dire derrière. Mais là, dans les beaux quartiers, on a des familles qui sont entièrement tournées vers l'école et pour lesquelles tout ce qui compte, c'est ça, c'est l'école. Et c'est les résultats scolaires qu'il va y avoir à la fin. Pourquoi ? Parce que les diplômes ont une importance forte pour accéder aux places de pouvoir dans la société. Donc voilà, c'est un peu une question de justice sociale. Moi, je m'intéresse aux effets de cumul dans les quartiers défavorisés parce que je pense qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès aux places de pouvoir dans la société. Je crois que c'est ça. Donc c'est ce fameux programme qui vise à remplacer l'égalité des chances par l'égalité des places.
Enfin, c'est ça. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on y arrive sans réfléchir sur les finalités de l'école. Mais je ne suis pas sûr non plus, et c'était le sens de ma question tout à l'heure, qu'on soit dans un moment très favorable pour y arriver. Je ne suis pas sûr. Et quand on impose l'hétérogénéité à des parents qui savent par ailleurs que s'ils veulent que leurs enfants aient accès à des places de pouvoir dans la société, il faut qu'ils aillent dans les meilleures écoles, c'est contradictoire. Donc on va contre l'intérêt de certaines personnes. Oui, bonjour. Gilles Grandjean, économiste à Saint-Louis. Vous parlez de la formation des encadrants. Quid du statut ou de la rémunération? Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à faire là pour attirer des gens passionnés, compétents, etc. Oui. Alors, je ne sais pas très bien, en fait. Je peux le faire peut-être dans l'autre sens. Parce que, encore une fois, je ne travaille pas tellement sur les politiques publiques et je vais avoir peu de références quantitatives. Mais on sait quand même que les résultats en France en maths se sont effondrés là, ces dernières années et qu'il y a probablement un lien avec le fait qu'on n'arrive plus à recruter d'enseignants en maths. Et que les professeurs des écoles sont de plus en plus faibles en maths. Je travaille dans une académie en particulier, l'académie de Créteil, où le niveau des nouveaux enseignants, des futurs professeurs des écoles, est le plus faible de France, et avec des enseignants dont le niveau est vraiment préoccupant d'un certain point de vue. Voilà. Donc, oui, c'est sûr, ça a un impact. Mais je ne sais pas très bien le quantifier, je ne sais pas très bien le mesurer. Donc il y a un impact, mais cela dit, je suis quand même assez étonné de voir que les enseignants ne deviennent pas vraiment enseignants pour le salaire, deviennent plutôt enseignants parce qu'ils pensent que c'est important et que ça a du sens. Et il y a beaucoup de personnes qui deviennent même enseignants comme second boulot, qui ont été cadres dans des entreprises et puis qui n'en peuvent plus, parce que la vie en entreprise, elle n'est pas forcément drôle non plus, quoi. Et donc, qui viennent faire une carrière d'enseignant derrière. Voilà, il y en a. Pour ce qui est des animateurs, parce que j'ai parlé des encadrants en général, pour tenir compte aussi des animateurs. Pour ce qui est des animateurs, c'est très compliqué, parce que les animateurs, là, pour le coup, on est sur un travail qui est très précaire. Qui n'est pas très précaire, mais qui est souvent précaire. Et en particulier sur les temps du midi, avec un renouvellement vraiment très important. Et là, la formation, elle est difficile. La ville de Paris m'avait demandé de travailler sur la formation des animateurs, et c'est compliqué. Parce on est sur des personnes qui sont très très peu qualifiées, et donc ça demande vraiment de la formation lourde, avec des références qui sont souvent construites contre le scolaire et contre l'école. C'est souvent des personnes qui ont eu des carrières scolaires très difficiles et qui donc vont s'opposer au scolaire en disant que le scolaire, ça formate les enfants et c'est mauvais. Voilà, donc il y a comme ça des choses un peu compliquées. Mais à mon avis, c'est faisable quand même. Bonjour, je voulais revenir sur la proportion dans les classes. Donc vous disiez que quand c'est une classe avec que des enfants de milieux défavorisés, on a vu ce que ça donnait à l'atelier théâtre. Et s'il n'y en a pas beaucoup, c'est les dominants qui gardent la main. Par expérience, vous diriez qu'il faut quoi comme proportion? Là, voilà. C'est les limites de mon approche. Je suis qualitativiste. Et donc, je ne peux pas vous le dire. Je suis désolé. Là, il va falloir vous adresser à quelqu'un d'autre. J'en sais rien. J'en sais rien. Et puis, c'est même pas sûr qu'on puisse vous donner une réponse. C'est-à-dire que ça doit quand même dépendre un peu du contexte. Ça doit dépendre de certaines variables. Ça dépend, je sais pas, par exemple, du nombre d'allophones. Ça dépend aussi sans doute des encadrants, de la formation des encadrants. Donc, il doit y avoir quand même des paramètres qui font que c'est compliqué de répondre. Mais en plus, je ne sais pas vous répondre. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a frappé, c'est que ces deux situations illustrent bien le fait que pour qu'il y ait apprentissage, il faut que les apprenants puissent donner du sens
à ces apprentissages, évidemment. Et ça, vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est que la mixité sociale ou l'hétérogénéité, bon, est nécessaire, mais pas suffisante. Moi, j'ai envie de dire que bon, c'est même un petit peu problématique, je veux dire, la conclusion qu'on pourrait en tirer, parce que bon, c'est vrai que dans la deuxième situation où il y a mixité sociale, malgré tout, les élèves, je dirais, les moins favorisés, eux-mêmes sont un peu à la traîne, à la remorque des autres. Et apparemment, en tout cas de ce que vous nous avez communiqué, il ne semble pas qu'ils aient pu donner du sens à l'apprentissage qui était en train de s'opérer. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas être parfois dans des situations où, même avec la mixité sociale ou l'hétérogénéité, les enfants ou les jeunes les plus défavorisés, du fait de ce rapport dominant-dominé qui peut parfois s'exercer d'une manière très, très dense et très dure encore, en viennent à être encore davantage dévalorisés. Hein, je parle en termes d'image de soi. Donc vous avez amené une première piste de solution qui passe par la formation des enseignants. Et je suis en train de me demander, bon, voilà, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre piste de solution? Parce que malgré tout, je veux dire, si on tire enfin, bon, on ne peut pas tirer des conclusions générales de deux situations, mais sur base de ce que vous avez montré, je trouve qu'effectivement, ça n'est pas très porteur ou très, je dirais, très encourageant en termes de... Bien que moi-même, je suis tout à fait partisan de la mixité sociale à l'école. Hein, c'est pas la question. Voilà. Alors, la question que vous posez est quand même une vraie question et qui mérite d'être posée. Mais malgré tout, il y a quand même ça rend possible, d'une part, l'accès à des activités et puis d'autre part, des effets d'échange entre pairs qu'on ne peut pas avoir en l'absence de mixité. Et parce que les enfants apprennent quand même par les échanges entre pairs. Donc là, c'est important d'en avoir. Mais la raison pour laquelle j'ai fait cette présentation, et j'ai un peu forcé le trait, il y a un effet de présentation probablement, mais la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que c'était vraiment pour m'opposer à l'idée selon laquelle il suffirait d'avoir une politique publique qui permettent la mixité pour que tout à coup ça aille bien. Ça suffit pas. C'est mieux, enfin c'est mieux, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et c'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de remède miracle, et je pense qu'il n'y a pas de remède miracle en termes de politique, c'est-à-dire en termes d'organisation. Que l'augmentation de la qualité, ça peut être que quelque chose de lent et de travailler acteur par acteur quasiment, encadrant par encadrant. Il faut aller chercher les enseignants d'une école et les former sur une école. Et on l'a vu tout à l'heure, quand on a vu qu'il y a des écoles qui réussissent mieux que d'autres à faire réussir leurs élèves. Ça veut dire qu'au sein d'une école, il y a des enseignants qui y arrivent mieux. Et on doit pouvoir aller chercher les écoles une par une pour les amener comme ça vers le haut, à monter les résultats de leurs élèves. Mais la mixité en elle-même, elle n'est pas suffisante. Voilà.